J'ai la chance de recevoir ce matin un homme passionnant. Vous allez voir, je vous suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous êtes psychothérapeute, conférencier, auteur du best-seller « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Bonjour Thomas Dansbourg. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin pour parler de ce nouveau livre « Te changer, toi ». Peut tout changer, un livre où vous nous encouragez à déconstruire en fait notre système de pensée, ce qui nous a servi auparavant dans notre enfance, dans la façon dont on a pensé le monde actuel. Tout ça, ça nous dessert aujourd'hui, c'est ce que vous nous dites. Ça risque de se révéler des pièges, effectivement. Nous sommes pris dans ce que j'appelle dans mon travail des enfermements dans des systèmes de pensée qui ne sont pas revisités, qui ne sont pas remis en question, qui ont pu par moments nous aider, mais qui à un moment nous musellent et parfois même sabotent notre élan de vie. Et donc on ne peut pas sortir d'un piège tant qu'on ne sait pas qu'on est pris dedans. Ouais. Et mon travail depuis 30 ans consiste à indiquer certains pièges et après les gens ils font ce qu'ils veulent. Et à sortir du pilotage automatique dans lequel on est un peu tous, c'est ça. Et c'est vraiment ça, tellement de gens se résignent à une vie subie. Et j'ai été un avocat qui subissait sa vie en se disant je peux pas changer, je peux rien faire d'autre, j'ai mon diplôme de droit, la vie bougera pas. C'est une façon de se résigner que beaucoup de personnes adoptent. Nous avons besoin d'apprendre, si nous le voulons, de passer d'une vie subie à une vie choisie. Et ça se fait pas d'un coup, c'est un processus comme un jardinage. Et alors on a tous des programmations autobloquantes, c'est ce que vous dites, qui nous empêchent de vivre bien avec soi, avec les autres. Vous en avez identifié 5, à commencer par la culture du malheur, le goût du drame, l'attachement à la souffrance. En fait, on voit toujours le verre à moitié vide et on aime ça, en fait, on se complaît un peu là-dedans, quoi. Oui, il y a une sorte de complaisance dans la tragédie. Et puis, je l'ai un peu vécu moi-même quand j'ai commencé la thérapie, à ressasser ce qui va pas, ce qui va plus, ce qu'on n'a pas aimé, etc. Et cela nous plombe individuellement, mais ça nous plombe collectivement. Et donc, nous avons aussi besoin de regarder tout ce qui va bien. Et statistiquement, je vais y arriver, sur la planète, il y a plus de belles et bonnes choses qui se passent que de choses tragiques. Ouais. Mais vous le savez, vous êtes bien placé pour le savoir, dans les médias, good news is no news. Ça indique bien la culture du malheur. On ne met en avant on ne met en avant que ce qui ne va pas. Alors c'est intéressant de se rappeler ceci, l'arbre qui tombe fait grand bruit, on en parle beaucoup, mais la forêt qui pousse en silence. Alors moi j'essaie de montrer que la forêt pousse. Et vous écrivez, Thomas Dansbourg, que vivre et savourer la gratitude, c'est vraiment un enjeu même de santé publique. Se donner un temps pour, par exemple, lister les choses qui nous rendent heureux dans la vie, ça devrait faire partie de notre hygiène de vie. Vous pensez que ça peut vraiment améliorer notre santé ? Pas, je le pense, je le vis. Je le vis tous les jours et j'enseigne notamment ça. Et je vois que des gens pivotent quand ils commencent leur journée à se poser la question « comment ça va ?», en écoutant d'abord ce qui va bien. Et je leur dis souvent, si vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va, et que tout est fichu dans la vie, eh bien réalisez simplement que vous respirez. Et c'est pas je qui respire, c'est la vie qui respire à travers vous. Si vous n'avez pas cette conscience-là, retenez votre souffle pendant 3 minutes et on verra si c'est pas la vie qui va respirer à travers vous. Et donc quelque chose se passe qui vous porte et à quoi vous appartenez. Et donc la plupart du temps en plus, non seulement vous respirez, ça veut dire que vous êtes vivante ou vivant, mais vous êtes en santé. En principe, eh bien ce sont déjà des choses qui méritent qu'on s'y attarde et qu'on s'en réjouisse. Le temps de perdre tout ou partie de la santé viendra assez tôt pour qu'on s'en soit réjoui avant. Marion. Donc concrètement, ce que vous nous recommandez de faire, c'est de se réveiller le matin et de se dire ça va, avant d'attaquer la journée. C'est ça, vraiment, de commencer par ce qui va bien. Un listing. Une conscience surtout, de sentir une fréquentation de ce qui va bien, pour que mon énergie soit polarisée vers ça, en sorte d'avoir une bonne immunité pour traiter ce qui ne va pas. Pas d'angélisme dans mon propos, mais c'est exactement comme sur le plan de la santé physique. Si vous ne bouffez que des choses avariées ou périmées, vous n'allez pas traverser l'hiver très agréablement. Vous allez vous choper n'importe quoi. Nous avons tous besoin d'une bonne immunité sur le plan physique. Sur le plan psychique, nous avons absolument besoin de nourrir notre être psycho-spirituel de belles et bonnes nouvelles pour sentir que quand il y a des difficultés, quand il y a des crashs, quand il y a des frictions, on est outillé pour traverser ces choses-là. Vous parlez aussi de l'éducation bienveillante. Et alors là, j'ai bien aimé parce que vous voulez essayer de remettre un peu l'église au milieu du village. L'éducation bienveillante, ça ne veut pas dire faire des enfants rois. C'est bien veiller sur nos enfants. Oui, c'est ça. J'ai été, depuis la Belgique, je suis belge, entendu et lu pas mal de choses sur l'éducation bienveillante, avec des propos très malveillants sur la bienveillance. Comme s'il s'agissait, vous l'avez rappelé, de faire des enfants rois ou même des enfants dieux, alors que ça n'a juste rien à voir avec ça. Évidemment, il y a des dérives, il y a des personnes qui n'ont rien compris et qui laissent tout faire aux enfants, on est parfaitement d'accord. Mais dans l'ensemble, les personnes qui ont un peu potassé sur ce que c'est que la bienveillance éducative sont des personnes qui savent bien veiller.
Et dans le mot même, on l'entend. Un veilleur, c'est un guetteur, c'est quelqu'un qui est là, qui est attentif, qui est vigilant, qui rappelle le cadre et qui, le cas échéant, structure, guide et éventuellement sanctionne. Et là, nous avons, c'est peut-être pas le moment aujourd'hui, l'occasion de clarifier la différence entre sanctionner un comportement qui n'est pas juste ou qui compromet une valeur sociale et punir. La punir, c'est parce que vous êtes même contre les punitions. Bien sûr. C'est-à-dire même, je te mets au coin, par exemple, c'est pas possible? C'est humiliant. On va parler, on va s'échanger, on va faire en sorte qu'on se responsabilise ensemble. Mais quand parler ne suffit plus et que ça marche plus. Alors on peut s'interroger, qu'est-ce qui fait que dans mon éducation à mon enfant, je n'ai pas créé un climat où se parler suffit? Oui, mais alors attendez, moi j'ai un enfant de 2 ans. Je vais vous dire que je peux lui parler autant que je veux. Il me jette des trucs au nez, il rigole, ça le fait marrer et j'ai un peu besoin d'élever la voix, ça faut pas non plus. Peut-être que ça peut être intéressant d'indiquer une limite, effectivement, de pouvoir dire stop, bien sûr. On a besoin d'apprendre à dire stop. Et de pouvoir petit à petit indiquer, par exemple, si un comportement ne nous convient pas, stop, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit ou ce que tu as fait. Et assurer tout de suite, je t'aime et je t'aimerai toujours. La question n'est pas là, parce que beaucoup d'entre nous, nous avons eu l'impression, je ne t'aime pas vraiment ta chambre, et que l'amour était retiré. Et moi, j'accompagne comme thérapeute des personnes qui ont 45 ou 50 ans et qui ont l'impression de ne pas être aimables, parce qu'on leur a dit, je ne t'aime pas quand t'es comme ça. Ouais. Donc on va dire stop et on va indiquer que le comportement compromet une valeur. Et voilà la valeur que nous essayons de vivre ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? Et je m'adresse à mon enfant comme quelqu'un qui est en train d'éveiller son discernement et qui a envie de comprendre le sens. Il y a bien une chose qui nous rassemble, nous les êtres humains, c'est la quête de sens. On va pas faire les choses parce qu'il faut, on va faire les choses parce qu'on en comprend le sens. Après, ça demande énormément de patience et de contrôle de soi-même. On est bien d'accord. C'est bien ça l'enjeu. Il y a des moments où je préfère les éloigner, mes enfants, parce qu'au moins je me dis, là, je vais éviter d'avoir envie de leur donner une fessée, par exemple, vous voyez. Non, mais c'est vrai, c'est le contrôle de soi-même quand on est parent. Il y a des moments où ils nous font énormément monter en pression, quand même. Merci d'évoquer ça. On est bien dans l'enjeu. Apprendre le contrôle de soi, apprendre la maîtrise de soi. Et c'est clair que quand je rentre de ma journée avec les frustrations du boulot, les transports en commun, etc., et que j'arrive à la maison et que le gamin fait une bêtise minuscule, je vais avoir tendance à exploser, à exporter mes tensions sur sa tête. Il va servir de poubelle à frustration. Comment est-ce qu'on traite les autres quand on a été traité comme une poubelle? On les traite comme des détritus. Non, mais vous avez changé. Il est temps d'apprendre à se respecter et à pouvoir passer un sas de transition entre la vie extérieure et la vie à la maison. Beaucoup d'enfants, j'en connais beaucoup, souffrent de la violence, ou en tout cas de la brutalité de parents qui n'ont pas pris un sas de transition pour faire un tri entre les tensions de la journée au boulot et la vie intime. Non mais Thomas Dansbourg, vous avez changé, parce que là, c'est très positif, il faut, etc. Mais dans vos précédents livres, vous disiez, arrêtez d'être gentil. Oui. Eh moi j'ai arrêté d'être gentil, et y compris avec les enfants. Arrêtons d'être gentils. Non, vous avez changé quand même. Alors, on a évidemment l'occasion d'évoquer ce que je vise par cette gentillesse. La vraie bonté, la vraie générosité pour l'autre consiste aussi à dire des limites. Si je vais être tout gentil avec mon conjoint dans mon couple en disant c'est pas grave, continue comme tu veux, mon couple va pas faire long feu. J'ai aussi besoin de pouvoir dire stop, là je suis pas d'accord et je tiens à toi, je tiens à notre couple, donc j'ai besoin de te dire ma colère et je voudrais que tu m'écoutes. C'est ferme la non-violence, vous savez. Et les gens la connaissent pas, souvent c'est associé à un truc un peu bisounours, peace and love pour fumeurs de pétards. Ça a juste rien à voir avec ça. Moi, j'ai appris à faire des colères très claires grâce à la non-violence. Avant, j'étais trop gentil. Maintenant, je sais dire mon point de façon assertive, comme on dit en franglais, ferme, sans agresser l'autre pour autant. Ça s'apprend. Te changer, toi, peut tout changer. C'est disponible aux éditions HarperCollins, ce livre de Thomas Dansbourg. On va continuer à en parler tout au long de cette émission et puis on va vous donner la parole. Olivier Benkemoun, vous avez retrouvé votre fiche? Oui.